Le monde est en train de lâcher les États-Unis. Et ça s'accélère. Parce que pendant que Washington affiche une confiance presque agressive, quelque chose d'inverse se produit en coulisses. Les alliés prennent leur distance. Les partenaires regardent ailleurs. Et ce décalage crée une situation explosive dont vous allez ressentir les effets, que vous le vouliez ou non. En quelques jours seulement, des signaux impossibles à ignorer apparaissent. Le Canada signe pour près de 1 000 milliards de dollars d'accords avec la Chine. Dans le même temps, Donald Trump fait une tentative directe sur le Groenland, pas de manière ambiguë, pas en off, mais frontalement, comme si tout le monde devait simplement accepter l'idée. Et quand on lui demande comment l'Europe pourrait réagir, la réponse tombe, presque déconcertante. Les Européens comprendront que c'est pour leur bien. Remarquez ce mot. Comprendront. Pas consulteront. Pas négocieront. C'est là que quelque chose cloche vraiment, parce qu'un pouvoir sûr de lui n'a pas besoin de forcer la compréhension. Alors pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que ces gestes cherchent à masquer avant que tout ne bascule? Parce que si on isole ces événements, ils paraissent presque absurdes. Un accord ici, une déclaration là, une menace ailleurs. Mais regardez-les ensemble et un schéma commence à apparaître. Ce n'est pas une crise ponctuelle. C'est une reconfiguration. L'événement central n'est pas simplement le Groenland. Ce n'est pas non plus le Canada qui se rapproche de la Chine. C'est le fait que tout cela arrive en même temps, sous une même logique. Une logique où les États-Unis cessent de convaincre et commencent à imposer, où la coopération laisse place à la pression directe. Et ce qui frappe, ce n'est pas seulement ce que Washington fait, mais ce que les autres font en réponse. Le silence calculé de certains alliés, l'agitation visible d'autres, le déplacement discret du capital, des accords, des priorités. Comme si plusieurs acteurs avaient déjà intégré une idée inquiétante. L'Amérique n'est plus un pilier stable, mais un facteur de risque. Alors posez-vous la vraie question. Si ce n'est pas une démonstration de force, qu'est-ce que c'est? Une fuite en avant, une tentative de reprendre le contrôle ou le signe que quelque chose de beaucoup plus fragile est en train de céder sous la surface? Et maintenant, regardez le premier élément concret qui transforme cette impression en preuve. Voici le moment où l'impression devient mesurable, où le discours se heurte aux chiffres. En l'espace de 5 jours, le marché obligataire américain envoie un signal brutal. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans passe de 4,13 % à 4,26 %. Ça peut sembler minime, mais dans ce monde-là, c'est un choc. C'est le plus haut niveau depuis septembre 2025. Et ce genre de mouvement ne se produit pas sans raison. Voici le fait clé. Quand les rendements montent aussi vite, cela signifie que les investisseurs exigent plus pour prêter à l'État américain. Autrement dit, la confiance se fissure. L'argent devient plus cher. Les taux hypothécaires suivent. Les entreprises paient plus pour se financer. Et tout l'édifice commence à trembler. Mais voici la partie que presque personne ne dit à voix haute. Ce n'est pas une réaction à une donnée économique classique. Ce mouvement arrive au moment précis où la politique étrangère américaine devient imprévisible. Menace territoriale, pression sur les alliés, guerre tarifaire relancée. Le message envoyé au marché est simple. Le risque augmente. Et regardez ce qui manque dans les déclarations officielles. Aucune tentative de rassurer, aucun signal d'apaisement, comme si cette hausse était acceptée ou ignorée. C'est là que l'histoire s'accélère, parce que ce n'est que la première couche. Derrière ces taux, quelque chose de bien plus lourd est déjà en train de se déplacer, parce que quand les taux montent, ce n'est jamais isolé, c'est une réaction en chaîne. Et cette fois, elle touche le cœur même du système américain. L'escalade commence là où on ne regarde presque jamais. Le coût du passé. L'an dernier, les États-Unis ont payé plus de 1 000 milliards de dollars uniquement en intérêts sur leurs dettes. Pas pour l'armée, pas pour la santé, juste pour le droit d'avoir emprunté. C'est plus que Medicare, plus que la défense, plus que Medicaid. Et ce chiffre n'est pas stable, il grossit. Les projections sont glaçantes. Ces paiements d'intérêts devraient augmenter de 76 % sur la prochaine décennie pour atteindre environ 1,7 trillion de dollars d'ici 2035. À ce stade, ce n'est plus un poste budgétaire. C'est une contrainte structurelle, une laisse invisible. Voici pourquoi c'est crucial.
Toute la puissance américaine repose sur une idée simple, emprunter à bas coût indéfiniment. Mais quand la politique devient erratique, ce privilège disparaît. Et sans argent bon marché, même une superpuissance doit choisir moins d'options, moins de marge, plus de tension. Et ce n'est pas un scénario théorique. Un pays a déjà compris cette faiblesse depuis longtemps. Un pays qui agit sans discours, sans menace, uniquement avec des ventes silencieuses. Regardez maintenant qui est en train de sortir du jeu et comment. Voici le deuxième choc, plus discret, plus froid et beaucoup plus dangereux. Depuis 2022, la Chine fait quelque chose de très précis. Elle se retire lentement du financement américain. Pas avec des discours, pas avec des menaces, avec des ventes. En novembre encore, Pékin a réduit ses avoirs en bons du Trésor américain de plus de 6 milliards de dollars. Encore une tranche. Encore un pas en arrière. Aujourd'hui, les réserves chinoises en dette américaine sont tombées à environ 682 milliards de dollars. C'est le niveau le plus bas depuis 2008, avant même que la Chine n'aide les États-Unis lors de la crise financière. Et cette fois, il n'y a aucune intention de revenir en arrière. Voici la contradiction clé. Washington mène une guerre tarifaire contre Pékin tout en s'attendant à ce que Pékin continue de financer son déficit. Mais pourquoi prêter de l'argent à un pays qui travaille activement à affaiblir votre économie? La réponse est simple. On ne le fait plus. Et ce détail change tout. L'ancien système reposait sur un recyclage permanent des dollars. La Chine exportait, accumulait des dollars, puis les réinvestissait dans la dette américaine. Ce mécanisme maintenait les taux bas et l'illusion de stabilité. Mais ce mécanisme est en train de se briser. Ce qui est frappant, c'est ce que la Chine fait à la place. Elle n'augmente plus ses réserves, elle vend des obligations et elle redirige son argent vers autre chose. De l'or, des investissements directs, des chaînes d'approvisionnement, des actifs réels. Autrement dit, la Chine ne quitte pas seulement la dette américaine, elle quitte le rôle qui rendait ce système viable. Et maintenant, la question devient bien plus grave. Si la Chine a déjà quitté la table, qui pourrait être le prochain à se lever? Et c'est là que les événements commencent à se superposer, trop vite pour être absorbés calmement. Pendant que la Chine réduit son exposition, une autre pression monte en parallèle. Le dollar s'affaiblit. Le renminbi, lui, s'apprécie. Et ce détail est crucial. Même avec des rendements plus élevés, détenir de la dette américaine devient une mauvaise affaire quand la monnaie dans laquelle elle est libellée perd de la valeur. Vous pouvez gagner sur le taux et perdre sur le change, exactement ce que les investisseurs veulent éviter. Dans le même temps, à l'intérieur de la Chine, une masse d'argent cherche une sortie. Environ 7 trillions de dollars de dépôts à terme arrivent à échéance cette année. Les obligations chinoises rapportent moins de 2 %. L'immobilier est risqué. Les options se réduisent. Et l'argent commence à se déplacer vers deux directions claires, les actions chinoises et l'or, pas vers les bons du Trésor américain. Ajoutez à cela un autre élément. L'administration américaine continue d'envoyer un message contradictoire au monde. Elle veut emprunter toujours plus, tout en punissant ceux qui commercent avec elle. Borrow to punish. Une logique qui ne tient pas longtemps. Et quand ces trois dynamiques s'additionnent, fuite des capitaux, pression monétaire, instabilité politique, le système commence à perdre quelque chose de vital, le contrôle du rythme. Alors, posez la question qui fait vraiment peur. Que se passe-t-il si ce mouvement ne ralentit pas, mais s'accélère? Parce qu'à ce stade, ce n'est plus une abstraction financière. Ça commence à toucher le réel, votre réel. Quand les taux montent et que l'argent devient plus rare, ce ne sont pas les tableaux Excel qui souffrent en premier. Ce sont les gens ordinaires. Les crédits immobiliers deviennent plus chers. Les cartes de crédit aussi. Les entreprises ralentissent leurs embauches. Certains projets sont gelés sans annonce, sans bruit, juste annulés. Et pendant que ces pressions s'installent, le discours officiel reste déconnecté. On parle de force, de contrôle, de stratégie. Mais pour vous, ce que ça signifie concrètement, c'est moins de marge, plus d'incertitude et un coût de la vie qui ne redescend pas. L'inflation ne disparaît pas par magie quand la confiance s'érode. Voici le détail que peu de gens relient. Quand les États-Unis importent moins et que les dollars circulent moins à l'étranger, cet excès de monnaie reste coincé à l'intérieur du pays.
Il tourne en boucle et cette boucle alimente directement la hausse des prix. Ce n'est pas idéologique, c'est mécanique. Alors même si vous ne suivez pas la géopolitique, vous en payez déjà le prix. Et si cette sensation vous semble familière, si vous avez l'impression que quelque chose se dérègle lentement, mais sûrement, dites-le. Beaucoup ressentent la même chose sans toujours comprendre pourquoi. Mais maintenant, prenons du recul, parce que ce que vous voyez n'est pas une erreur ponctuelle. C'est le produit d'un système très précis. Et c'est là que l'histoire devient vraiment inconfortable. Ce système fonctionne tant que tout le monde joue le jeu. Et le jeu est simple, confiance contre liquidité. Les États-Unis offrent des marchés profonds, une sécurité juridique, une monnaie centrale. En échange, le reste du monde finance leur déficit. C'est un équilibre fragile, mais incroyablement puissant, tant qu'il n'est pas politisé. Ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas seulement la politique étrangère, c'est l'introduction de l'imprévisibilité comme outil, menacer les alliés, tester les lignes rouges, transformer la finance en arme. À court terme, ça donne une illusion de levier. À long terme, ça détruit l'incitation principale, la stabilité. Voici l'insight clé. Les marchés ne fuient pas parce que les États-Unis sont faibles. Ils fuient parce qu'ils deviennent difficiles à modéliser. Et dans ce monde, l'incertitude est plus dangereuse que le déclin. Les capitaux ne cherchent pas la morale, ils cherchent la prévisibilité. Regardez comment le spectacle remplace la stratégie. Les annonces font la une, les gestes dominent le cycle médiatique. Mais derrière, les décisions structurelles, où investir, quoi acheter, quelle monnaie détenir, se prennent loin des caméras. Et elles sont irréversibles à court terme. C'est ainsi que le pouvoir glisse. Pas par une chute brutale, mais par une série de micro-décisions rationnelles prises ailleurs. Une sortie ici, une couverture là, un non-renouvellement discret, jusqu'au jour où le système se rend compte qu'il dépendait plus des autres qu'il ne le pensait. Et maintenant, la question n'est plus est-ce que ça peut arriver, mais à quelle vitesse le prochain mouvement va se produire? À partir d'ici, 2 trajectoires commencent à se dessiner et aucune n'est confortable. Première possibilité, les tensions restent verbales. Les menaces sur le Groenland servent de levier de mise en scène. Les marchés encaissent lentement. Les alliés protestent sans rupture frontale. Le système tient, mais à un coût plus élevé, des taux durablement hauts, une croissance plus faible, une normalisation de l'instabilité comme prix à payer. Mais voici l'autre trajectoire, celle que peu de responsables évoquent publiquement. Si l'Europe décide que le risque est devenu structurel, elle a un levier immense. Les investisseurs européens, les banques centrales, les institutions détiennent plus de 10 trillions de dollars d'actifs américains. Bons du Trésor, actions, obligations d'entreprise. Ce n'est pas idéologique, c'est mathématique. Regardez les chiffres. Les banques centrales européennes détiennent environ 3,6 trillions de dollars en treasuries. Ajoutez le Royaume-Uni, la France, la Belgique. Ajoutez la Chine, le Canada. On approche des 5 trillions exposés. Si une partie de ce flux se tarit, même sans vente massive, le choc serait immédiat. Et ce scénario, autrefois impensable, devient discutable. Parce que le Groenland change la nature du conflit. Ce n'est plus une guerre commerciale. C'est une remise en cause territoriale. Et à ce niveau-là, les règles changent. Le prochain mouvement ne sera peut-être pas spectaculaire. Il pourrait être administratif, réglementaire, silencieux, une restriction ici, une allocation modifiée là. Et quand le marché s'en rendra compte, il sera trop tard pour revenir en arrière. La question n'est plus de savoir si quelqu'un va réagir, mais qui clignera des yeux en premier. Voici l'idée à retenir, celle qui relie tout le reste. Le vrai risque n'est pas que les États-Unis fassent quelque chose d'extrême. Le vrai risque, c'est que le monde commence à se préparer comme si c'était déjà intégré. Quand la confiance disparaît, elle ne revient pas avec un discours. Elle revient rarement tout court. Le Groenland n'est pas une fin. C'est un signal. Un test, une ligne que beaucoup pensaient impensable il y a encore quelques années. Et une fois qu'une ligne est testée, même sans être franchie, le système autour change de comportement. Les capitaux deviennent prudents, les alliances deviennent conditionnelles, les décisions deviennent défensives. Et c'est ça le basculement silencieux. Pas une explosion, pas un effondrement en direct, mais un monde qui commence à fonctionner comme si le centre n'était plus totalement fiable. Une économie qui dépend de la confiance.
dans un environnement où chacun apprend à s'en passer. Ce qui vient ensuite ne se décidera pas dans un discours ni dans une conférence de presse. Ça se décidera dans les flux, dans ce qui est acheté, dans ce qui ne l'est plus, dans ce qui est renouvelé ou non. Et si vous voulez comprendre ce qui arrive avant que ça n'apparaisse dans les gros titres, c'est exactement ce qu'on va continuer à décortiquer ici. Abonnez-vous parce que la prochaine étape de cette histoire est déjà en train de se former.